Patrick Cohen pour le journal. À la une ce matin, une vie sauvée au téléphone. Extraordinaire document publié par les pompiers du Nord quand un opérateur du 18 dirige à distance un massage cardiaque. Le sultan pourrait-il trébucher? Le pouvoir du président turc Erdogan donne des signes d'usure. Sa réélection au premier tour dimanche n'est pas assurée. Dans ce journal, Emmanuel Macron dénonce la lèpre populiste qui gagne en Europe. Les prix de l'essence qui devraient repartir à la baisse après la décision de l'OPEP d'augmenter sa production, nous dira Nicolas Barré. Les effets pervers de Parcoursup. Et notez que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, sera notre invité dans un quart d'heure. Et puis les Bleus qualifiés pour les 8e de finale du mondial après avoir retrouvé le sens du collectif face au Pérou. C'est beau et émouvant comme un coup de fil. Cela s'est passé à la veille de Noël et avec l'accord de la famille, l'enregistrement de la conversation vient seulement d'être diffusé sur la page Facebook des sapeurs-pompiers du Nord où on entend de façon saisissante comment un habitant de Montchaux a pu être sauvé par les bons gestes effectués par sa fille, mais aussi et d'abord par les bons conseils et le sang-froid de l'opérateur qui était au bout du téléphone. Lionel Gougelot. Dès les toutes premières secondes de l'appel au secours, l'opérateur du 18 prend conscience de l'urgence de la situation. C'est urgent, mon père, il arrive pas à respirer, c'est une attaque. Alors, s'il ne respire plus, vous le mettez par terre. Le sur haut-parleur, attendez. Essayez par terre sur le dos. Oui. Vous le mettez torse nu. Torse nu, d'accord. En quelques mots, le pompier parvient à calmer la jeune femme prise de panique et la guide dans les gestes du massage cardiaque. Alors, vous appuyez, allez-y, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Écoutez-moi, vous appuyez toujours, donc avec les deux mains, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Vous appuyez bien au milieu de la poitrine avec votre talon de la main. Bien sûr, entre-temps, les pompiers de la caserne de Tumery, à quelques kilomètres de là, ont été alertés. Mais en attendant leur intervention, l'opérateur encourage à distance la jeune femme qui tente de sauver la vie de son papa. Vous n'arrêtez pas le massage, madame. Il ne faut jamais s'arrêter, il faut faire marcher le cœur. Tant que les pompiers ne sont pas là, vous massez, vous massez, vous massez. D'accord, madame? Je ne vais pas vous laisser toute seule. L'échange va durer au total une dizaine de minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Allez, vous continuez à masser, hein, jusqu'à l'arrivée des secours. Ils sont là, madame? Bon courage, madame. Vous pouvez laisser les pompiers travailler. Merci beaucoup. Bon courage, madame. Merci, vous avez été très forte. Il y a quelques jours, la jeune femme a envoyé un message aux pompiers du Nord pour les remercier. Son père est aujourd'hui complètement rétabli, sans aucune séquelle. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Deux informations de la soirée. D'abord, la mise en examen des frères Bogdanov pour escroquerie. La justice leur reproche d'avoir soutiré près d'1 million d'euros à une personne vulnérable. Et puis la mort à 80 ans du baron Empain, homme d'affaires belge, PDG du groupe Empain-Schneider, dont la vie avait basculé en 78 lors d'un enlèvement crapuleux qui avait bouleversé la France. Édouard Jean Empain avait été kidnappé pendant 63 jours, attaché et cagoulé. Ses ravisseurs lui avaient coupé le petit doigt, une phalange du petit doigt pour montrer leur détermination. Quelques mois plus tard, pourtant, il s'adressait à eux sur Europe 1 avec une certaine forme d'indulgence. La plupart de mes ravisseurs aujourd'hui sont en prison, c'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté. Et vous savez, la privation de liberté, je pense que je sais ce que c'est. C'est un état absolument insupportable. Alors, pour ceux de mes ravisseurs qui sont en prison aujourd'hui depuis 4 mois déjà, ou 5 mois, je ne sais pas, c'est-à-dire pour 2 fois plus longtemps que moi, je les plains beaucoup. Je leur pardonne. Édouard Jean Empain qui s'était retiré des affaires après son enlèvement. Il est mort avant-hier, donc à 80 ans, à l'hôpital de Pontoise. Europe 1, 8h03. L'actualité de ce vendredi matin, c'est encore celle des frontières et de ceux qu'on appelle les migrants. Aux États-Unis, l'opinion est en train de découvrir l'invraisemblable chaos créé par l'administration Trump, puisque malgré le décret présidentiel mettant fin aux séparations, il semble très compliqué de réunir les familles. L'administration a perdu la trace de beaucoup de parents, ce qui veut dire que les enfants seront confiés à des orphelins. Hier soir, Melania Trump a créé la surprise en allant visiter un refuge pour enfants clandestins. Une visite de sa propre initiative, a-t-elle assuré, vêtue d'une veste avec ce message écrit sur le dos « Je m'en fiche complètement », mais on ne sait pas à qui cette phrase était destinée. En Europe, toujours pas de consensus sur la question des migrants. Les pays d'Europe centrale annoncent qu'ils vont boycotter le mini-sommet sur les réfugiés prévu dimanche à Bruxelles. Et c'est sans doute à eux, Pologne et Hongrie au premier rang, ainsi qu'à l'Italie, que pensait Emmanuel Macron. Un discours virulent à Quimper du président pour dénoncer la lèpre qui monte en Europe. Vous les voyez monter comme une lèpre un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître. Je le dis à tous les donneurs de leçons, allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde. Mais regardez la société française et ses fractures. Regardez ce que nous faisons aussi, et nous n'avons pas à en rougir. Et je peux le défendre point à point et détail par détail devant vous. Et moi je veux que la France et la cohésion nationale se tiennent
et en même temps être à la hauteur de notre tradition d'accueil. Mais regardez ailleurs. Lorsque d'autres trahissent, même l'asile, font les pires provocations humanitaires, c'est cela contre quoi il faut se battre et dénoncer. Pas en nous divisant nous-mêmes, c'est contre cela qu'il faut se scandaliser. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent. Emmanuel Macron à Quimper, propos cueillis par William Galibert. Et puis aux portes de l'Europe, dans ce pays qui sert de garde-frontière, cette question qui sera tranchée dimanche soir après le vote des Turcs. Erdogan va-t-il être reconduit sans encombre, comme il l'a toujours été? Pourrait-il ne pas l'emporter au premier tour? Le président turc, en tout cas, affronte sa campagne la plus difficile. Envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, Jean-Sébastien Soldaini. Recep Erdogan a beau appliquer les mêmes recettes, chansons criardes à sa gloire, meeting géant, mais la machine semble se gripper avec des colères contre ses militants qu'il juge trop mous. Et lors d'un récent meeting, un curieux silence en plein discours. De longues minutes qui ont surpris Mine Kirikanat, éditorialiste d'opposition. Le prompteur s'est arrêté, il ne savait plus quoi dire. Il y a eu un changement d'humeur soudain. Ce type-là qui était très hableur, c'est étrange. Une aubaine pour l'opposition qui sort l'argument de l'usure du pouvoir. Une jeune étudiante estime qu'il résiste moins bien à la pression. Il faut reconnaître que 16 ans de pouvoir, ça fatigue. Il est peut-être habitué à faire campagne, mais cette fois, il a 2 candidats sérieux en face de lui. Je pense que ça l'affecte et que ça le déstabilise. Ça fait aussi ressortir le tempérament agressif qu'on connaît chez lui. Il engueule souvent ses militants. Une base moins galvanisée, peut-être moins mobilisée, laissant entrevoir la possibilité de pousser Recep Erdogan vers un second tour. Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Dans un instant, la suite, les prix de l'essence qui devraient repartir à la baisse, Parcoursup et la qualification des Bleus. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal. Patrick Cohen. Combien de temps encore les Parisiens pourront-ils rouler en Autolib dans les petites voitures grises de Bolloré? Eh bien, on ne sait pas. Quelques jours ou quelques mois, la balle est dans le camp de l'opérateur dont le contrat a bel et bien été résilié hier. La mairie de Paris annonce que les 3200 places de stationnement aujourd'hui dévolues aux Autolib seront à terme réservées aux voitures électriques. Pour ce qui est des véhicules à essence et de leurs propriétaires, les nouvelles sont bonnes puisque les pays producteurs sont sur le point de se mettre d'accord pour augmenter leur production de pétrole, ce qui va faire descendre les prix à la pompe. Nicolas Barré. Oui, voilà, les pays producteurs de pétrole ont décidé d'entendre enfin la plainte des consommateurs. Les prix du pétrole ont en effet doublé depuis début 2016. Cette flambée de la facture était voulue. Les pays producteurs ont réduit leur production pour faire remonter les cours et ça a marché même trop bien car ils n'avaient pas prévu d'une part la crise politique au Venezuela qui pénalise la production et puis les sanctions américaines contre l'Iran. Résultat, il y a moins de pétrole sur le marché, les prix grimpent au risque de monter trop haut et de déséquilibrer complètement le marché. D'où ce changement de pied attendu aujourd'hui de la part de l'OPEP. Voilà, le cartel emmené par l'Arabie Saoudite plus la Russie devrait en effet décider tout à l'heure d'augmenter la production pour calmer la hausse des cours. Et puis l'Arabie Saoudite est aussi sensible à la pression américaine. Donald Trump ne cesse de marteler que les prix sont trop élevés. Il a un objectif, une obsession même, faire baisser les prix à la pompe à l'approche des élections mid-term du mois de novembre. Et il est en train d'y arriver. Et donc si les prix de l'essence baissent quand vous partirez en vacances, vous pourrez vous dire en faisant le plein que c'est un peu grâce à Donald Trump. Et on pensera à vous. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Parcoursup pénalise-t-il les élèves de lycées de banlieue? C'est l'alerte lancée par le directeur de la fac de chimie de l'université Paris Diderot qui constate que pour l'accès à l'université, les candidats moyens issus de Paris Intramuros doublent d'excellents élèves de banlieue dans les classements de Parcoursup. Virginie Salmen. Au départ, raconte Rémi Losno, directeur de la fac de chimie, les 3000 candidatures ont été classées en fonction des notes et des lettres de motivation. Mais le rectorat a appliqué un quota pour les étudiants hors secteur, donc venus de lycées en dehors de Paris. Un quota de 3%. Résultat, ce sont les élèves parisiens qui ont eu la priorité. On se retrouve donc avec des futurs étudiants qui ont des moyennes qui peuvent être assez médiocres, entre 8 et 10, classés avant des étudiants qui ont des moyennes de 15 à 17. Autrement dit, les meilleurs d'Île-de-France ne sont pas en haut du classement de cette fac parisienne. Un raisonnement insensé pour François Germinet, président d'une université de banlieue justement, celle de Cergy-Pontoise. Il répond à Rémi Losno. Ça veut dire exactement que des étudiants qui auraient des dossiers moyens de Paris eh bien, devraient aller en banlieue. Puisque aujourd'hui, ce dont il se plaint, c'est qu'il est obligé de prendre des dossiers d'étudiants parisiens moyens alors qu'il y a des bons dossiers de banlieue. Mais il faut quand même que les universités parisiennes s'occupent des étudiants
étudiants parisiens. Pour François Germinet, il n'y a pas de raison de faire croire à la France entière qu'il faut absolument être dans une fac dans Paris intramuros pour réussir sa vie. Virginie Salmen. Europe 1, 8h11. La Coupe du Monde, c'est le naufrage de l'Argentine de Messi, battu 3-0 par la Croatie. Et la remontée des Bleus qui, face au Pérou, 1-0, n'ont pas livré un match éblouissant, mais qui ont finalement retrouvé une forme de sens du collectif, Simon Rubin. Hier, l'équipe de France a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, un sens du collectif et un sens du sacrifice. À la différence du match contre l'Australie, on a vu des attaquants français revenir plus souvent dans la moitié de terrain des Bleus pour prêter main forte aux défenseurs. C'est exactement ce qu'avait demandé Didier Deschamps toute la semaine. Ça vient pas que de notre défense. C'est vrai que le secteur offensif a fait les efforts pour permettre justement à l'équipe d'être compacte, de travailler ensemble. Ça nous a permis de bien attaquer aussi sur les récupérations en première mi-temps. C'est une grosse satisfaction. En défendant les uns pour les autres, en faisant corps, les Bleus ont construit un jeu beaucoup plus cohérent et collectif. Aux assauts désordonnés du premier match ont succédé des attaques plus fluides, précises. Les multiples messages des cadres de l'équipe cette semaine semblent avoir initié une prise de conscience dans le groupe français. Yekaterinbourg, Simon Rubin, Europe 1. Le journal du mondial à suivre sur Europe 1 à 8h40. Les Solidays fêtent leur 20e anniversaire, c'est avec Europe 1. 3 jours de concert à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche sur les pelouses de l'hippodrome de Longchamp. On y attend 200 000 personnes, une très belle programmation. Benjamin Lévesque. Il y a d'abord la tête d'affiche, David Guetta. La superstar des platines prend les rênes de l'hippodrome de Longchamp. Pour son 20e anniversaire, Solidays mise sur les artistes incontournables de l'été. La révélation de ces derniers mois, Juliette Armanet ou encore la chanteuse Jane. Il faut dire que la lutte contre le sida lui tient particulièrement à cœur depuis son stage de 3e. Dans un cabinet d'analyse médicale où j'ai vu à quoi correspondait le sida vraiment, c'est-à-dire biologiquement. Quand on a 16 ans, ça choque un petit peu et ça marque beaucoup. Côté rap français, cette année, on retrouve la crème de la crème, le look atypique du rappeur Eddie De Pretto, sans oublier le duo toulousain Big Flo et Oli. Et puis il y a les petits nouveaux. Pour Clara Luciani, c'est son premier Solidays. C'est hyper excitant et cette idée d'associer la musique à une cause importante finalement, c'est pas qu'une fête, c'est une fête responsable. Et à toute cette belle programmation, ajoutez les noms d'Anne Le Gall et de Maxime Switek qui vous présenteront circuit court depuis le Solidays à Longchamp entre 13h15 et 14h sur Europe 1. Ne bougez pas, dans un instant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sera notre invité. Europe.